Dans cette vidéo, je vais te partager les 5 grands principes que Dale Carnegie conseille dans son livre « Comment se faire des amis ». Ces principes, c'est des conseils simples, mais si tu les appliques de manière répétée et que tu les comprends, ça va te permettre d'avoir des relations plus épanouies, mais surtout de mieux comprendre comment tes amis fonctionnent, comment tes collègues fonctionnent, comment motiver les autres. À la fin de la vidéo, comme je sais que tu aimes bien les livres, je vais te présenter 3 autres livres sur les relations. Le premier point, c'est d'éviter les argumentations. Tu peux avoir tendance à penser que, en expliquant ton point de vue de manière logique ou de manière rationnelle à une personne, tu vas pouvoir lui faire comprendre ton message. Mais il faut se rappeler qu'une personne, c'est avant tout un être d'émotion, plutôt qu'un être logique. Et Dale Carnegie rappelle, un homme convaincu contre sa volonté est toujours du même avis. Si tu veux inspirer quelqu'un, ou peut-être le faire se remettre au sport, parce que tu vois qu'il est un petit peu en train de déprimer en ce moment, et ce qu'il faut faire, c'est lui montrer un exemple d'une personne qui a réussi dans son cas, le faire naître en lui un désir de faire du sport, ou bien tout simplement le motiver à se remettre en forme. Tout changement ou toute inspiration que tu souhaites déclencher chez quelqu'un doit passer par les émotions. La deuxième étape, qui est je pense une des plus importantes, c'est celle de toujours lancer une interaction de manière amicale. La manière dont tu abordes une interaction dans les premières secondes vont déterminer le reste de l'interaction. Ce qui se passe, c'est qu'en général, les premières secondes où on interagit avec quelqu'un, on ne sait pas forcément le mood dans lequel il est. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est pas la bonne journée pour la personne, qu'elle se sent un petit peu déprimée et que tu as l'impression qu'elle va te paraître froide. Et quand tu vas noter ce comportement chez la personne, tu vas réajuster ton discours. Tu vas te dire qu'il faut peut-être que tu prennes plus de pincettes dans ce que tu dis aujourd'hui. En tout cas, dans tous les cas, que tu as besoin d'adapter ton comportement. Et c'est pour ça que les premières secondes dirigent le reste de l'interaction. Parce que ça permet de juger l'humeur des deux personnes et comment l'interaction va partir. Et en sachant ça, tu peux l'utiliser à ton avantage. Tu peux commencer de manière souriante tes interactions. Et le fait d'amener dès le début cette positivité dans l'interaction, ça va faire que les deux personnes vont se détendre et il n'y aura plus de problème d'avoir des blancs dans la conversation, de se demander quoi dire. Parce que comme les deux personnes auront un désir de parler ensemble, comme ce sera un moment positif, chacun va mettre du sien dans la conversation. Et ça, t'es pas obligé d'être heureux et tout sourire pour le pratiquer. Tu peux tout simplement t'entraîner à dire plus fréquemment des bonjours. Par exemple, moi je vais à un coworking en journée et il y a souvent pas mal de personnes que j'ai jamais vues et que je connaisse pas qui circulent à côté de moi. J'ai pris l'habitude, ou en tout cas je m'entraîne, à toujours dire bonjour à la personne. Pourquoi ? Parce que ça casse ce premier voile d'inconnu qu'il y a entre deux personnes. Ce qui fait que les jours d'après, quand tu vas la recroiser, il y aura déjà eu une interaction positive. C'est un simple bonjour qui permet de briser la glace entre les deux personnes. Inconsciemment, vous aurez tous les deux déjà pris conscience de l'autre, et ce sera une conversation entre deux personnes qui se connaissent déjà un peu. Et c'est souvent quelque chose qu'on fait pas parce qu'on se dit soit qu'on va pas revoir la personne, soit que si on commence à parler à la personne, il faudrait continuer l'interaction longtemps. Alors qu'en fait non, c'est simplement dire un premier bonjour, si l'interaction continue tant mieux, mais sinon on passe juste à autre chose. Et tu peux parfois rajouter un ça va. Franchement je m'émerveille toujours de combien un salut ça va ou un bonjour ça va facilite la discussion entre deux personnes. Parce que de un, ça permet de voir l'humeur de la conversation, comment se sent l'autre, mais de deux, ça permet de démarrer l'interaction de manière positive, parce que ça détend, parce qu'on voit que l'autre personne se soucie de ce qu'on pense, de comment on va. Et ça, c'est un game changer si tu veux améliorer tes relations, même aux personnes que tu connais pas forcément, aux inconnus, ou aux personnes que tu vas croiser peut-être une fois toutes les 2 semaines, 3 semaines. Un simple bonjour ça va permettre de préparer les interactions futures dans la bonne direction. Le troisième point dont Dale Carnegie parle, c'est celui de laisser les personnes se sauver la face. Il y a tous des moments où on fait des erreurs. Par exemple, je vais oublier ton nom si je te rencontre, ou bien peut-être un jour, je me souviens pas d'un détail qui est important pour toi. Quand c'est comme ça, par exemple, tu peux te sentir blessé ou te dire que je fais pas attention à toi. Mais le truc, c'est que la communication humaine, elle est faite d'erreurs. Peut-être que j'avais quelque chose d'important qui m'a pris l'esprit ce jour-là, ou bien peut-être que j'ai confondu avec une autre personne. Et ça fait partie de la communication, tu peux pas l'éviter. Et quand c'est comme ça, tu as 2 manières d'agir. Soit tu vas me faire remarquer que j'ai fait une erreur, tu vas peut-être rigoler de moi, tu vas peut-être me juger parce que tu te dis que je fais pas beaucoup attention aux autres, et tu vas faire cette petite blague sur la situation. Mais en fait, moi, ce que ça va me faire sentir, c'est que la prochaine fois qu'on se voit, je vais me dire que dans les moments où je me sentais vulnérable, où j'étais pas forcément... Parce que personne n'est à 100% tout le temps dans la journée. Et donc ça va me faire sentir que dans les moments où je suis plus vulnérable, je vais me faire juger ou je vais pas avoir mon espace avec toi. Et ça va me donner moins envie de
m'ouvrir et rediscuter la prochaine fois. Ça, c'est une astuce très puissante quand tu as en face de toi des personnes qui font des erreurs, des personnes qui sont dans des moments où tu pourrais leur faire une blague ou leur faire remarquer que bah, t'es pas très intelligent là-dessus sur le coup. C'est un moment où sur le coup ça va passer, mais sur les jours d'après, bah, la personne va se refermer un petit peu à toi. Dans ce moment-là, ce qu'il faut plutôt faire, c'est en profiter pour laisser la personne se sauver la face. T'inquiète pas, elle sait parfaitement qu'elle a fait une erreur, qu'elle a oublié ton anniversaire, qu'elle a oublié où tu étais parti en vacances. La personne, elle sait qu'elle a fait une erreur, il n'y a pas besoin de lui rappeler. Et toi, si tu lui laisses sauver la face, non seulement c'est une preuve d'intelligence sociale, mais en plus la personne se dira qu'elle peut s'ouvrir à toi dans des moments vulnérables parce qu'elle sait que tu vas pas profiter d'elle. J'ai passé à la 4e partie, mais avant ça, si la vidéo te plaît, tu peux t'abonner en cliquant sur le bouton juste au-dessus pour recevoir les prochaines vidéos. Le 4e principe, qui est un des plus puissants et sur lequel je travaille aussi actuellement, c'est toujours faire naître le désir de la personne avant de proposer quelque chose. Dans toutes les sorties qu'on fait au quotidien, dans les jours de la semaine, il y a beaucoup de sorties qu'on va faire mécaniquement. C'est-à-dire qu'on a dit oui à la personne, mais on n'est pas vraiment engagé. Il n'y a pas forcément un désir fort de faire cette sortie de sport, d'aller à cet anniversaire, de peut-être faire cette réunion coworking au boulot. Et c'est toute la différence du moment où tu vas proposer simplement quelque chose à un groupe de personnes et le moment où tu vas essayer de générer un désir fort en eux avant de proposer l'activité. Et ça, c'est la différence entre une personne qui va être très engagée par ce que tu lui proposes et une personne qui va être un petit peu passivement engagée. Mettons que tu aimerais organiser ton anniversaire. Au lieu de proposer à cette personne de venir à ton anniversaire, tu peux échanger d'abord avec elle sur ses désirs. Par exemple, peut-être qu'elle aime les gâteaux au chocolat avec de l'orange. En connaissant ses désirs, tu peux réajuster toute ta demande. Par exemple, tu peux dire que tu savais pas forcément quoi faire à ton anniversaire et que tu cherchais des idées et qu'un gâteau à l'orange, ce serait une bonne idée. Et en construisant une sortie ou un événement à 2 personnes dès le départ, eh bien, ça va faire que la personne en face de toi, elle va être beaucoup plus engagée. Peut-être qu'au lieu de juste venir à ton anniversaire, eh bien, elle va commencer à te proposer des idées d'apéro. Elle va commencer à te proposer des idées de jeu. En fait, ça va être beaucoup plus fun pour elle de venir et le processus d'organiser la sortie va être beaucoup plus intéressant. Et ça peut le faire quand tu peux faire de la même chose quand tu organises une réunion pour ton travail. Essaye de voir, d'interroger avant tes collègues sur qu'est-ce qui est nécessaire actuellement pour eux dans une réunion. À quel moment de la semaine ils aimeraient mieux le faire. Ça permet de mieux comprendre comment les autres fonctionnent, mais aussi de passer un moment plus fun pour les 2 personnes quand l'événement arrive. Et la dernière partie, c'est comment faire une critique à quelqu'un ou comment lui faire remarquer un comportement. Beaucoup d'entre nous ont du mal à faire une critique, et moi j'en suis toujours une victime aussi. On a l'impression qu'il faudrait le dire dans des moments où ça va pas. On a l'impression qu'on doit jouer un rôle de parent avec la personne. On a l'impression que peut-être qu'on sait mieux qu'une personne comment faire les choses. Alors que parfois on est simplement dans des étapes différentes de nos vies, et ce qu'on aimerait transmettre à quelqu'un ne fait pas du tout sens pour lui, ou la critique ne fait pas non plus sens pour lui. Mais si on veut que le message passe, si on pense qu'on a une critique constructive à faire à quelqu'un, mais il faut le faire dans les moments où la personne est de bonne humeur. Comme on l'a vu avant, à chaque moment où la personne n'est pas réceptive ou ouverte à la critique, elle va se fermer. Et dans ces cas-là, c'est comme si tu essayais d'argumenter logiquement avec la personne. Dale Carnegie dit « C'est par le cœur qu'on parvient à l'esprit ». Si le cœur d'un homme est en proie à la discorde et la rancune envers quelqu'un, vous ne pourrez pas le gagner à votre façon de penser avec toute la logique de la chrétienté. Bon, chrétienté, je sais pas pourquoi il utilisait ça, je vois pas trop la logique. Mais peu importe, toute la logique, et si ton argument fait sens, ta critique n'atteindra pas le cœur de la personne. Et donc c'est important, soit de faire une critique constructive quand la personne est de bonne humeur, quand tu as déjà fait remarquer une qualité à la personne, ou bien quand la personne est détendue. Le but c'est de le faire de manière subtile, c'est pas de le faire de manière brute. Par exemple, quelque chose dont Dale Carnegie parle, c'est le fait de féliciter même les petites victoires, les petits comportements. Par exemple, mettons que ton ou ta conjointe fait pas beaucoup de sport et tu as l'impression que ça empiètre sur sa santé mentale, qu'elle se sent plus déprimée. T'aimerais bien lui faire passer le message que le sport c'est bon, mais tu sais qu'elle a un conditionnement négatif avec le sport, que ça peut la faire se sentir se culpabiliser. Et bah dans ce cas-là, quelque chose d'intelligent à faire, c'est de féliciter les petites victoires. Féliciter les moments où elle allait courir même un quart d'heure. Féliciter les moments où elle est allée marcher. Donc au lieu de dire « Ah, tu devrais faire du sport, ce serait bien que tu ferais du sport », il faut mieux lui dire « Ah, mais tu te rappelles la dernière fois que tu as fait un quart d'heure de course, tu te sentais bien ». Au lieu de lui rappeler pourquoi c'est pas bien de faire du sport, c'est beaucoup plus intelligent de lui rappeler que la dernière fois, elle s'était sentie bien en faisant du sport, que la dernière fois, elle avait eu plein d'idées quand elle était allée faire une marche en forêt. Et ça, c'est ce que Dale Carnegie décrit comme faire appel au motif noble d'une personne. Parce que tout le monde a envie, au fond, d'être en bonne santé,
d'avoir un travail qui lui plaît, de gagner de l'argent, d'être une personne agréable avec les autres, de penser positivement. Ça, c'est des désirs qui sont au fond de nous et qui sont instinctifs. Et tout le monde peut faire appel à ces désirs pour nous motiver, parce que c'est notre idéal. Mais dans la pratique, personne n'est parfait et tout le monde a des pensées négatives. Et toi, si tu fais appel à ces sentiments nobles qui sont chez la personne, bah, tu vas amener un changement de manière beaucoup plus long terme chez quelqu'un. Comment se faire des amis, c'est un premier livre sur les relations, mais il y en a 3 autres qui ont changé ma perspective sur les relations que je vais te partager dès maintenant. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Le premier livre qui aide à mieux comprendre les relations, c'est Never Eat Alone de Kate Ferrazzi. Ce livre met l'accent sur le fait que dans la vie, tout provient des relations. Que ce soit un travail que tu aimerais trouver, une relation amoureuse que tu aimerais avoir, un voyage que tu aimerais faire, des promotions que tu aimerais avoir, ou peut-être un autre mode de vie. Tout ce que tu souhaites obtenir dans ta vie, tu peux l'obtenir en demandant à une personne, en ayant une information, en connaissant les bonnes personnes. Un exemple que j'aime beaucoup par rapport à ça, c'est si tu souhaites trouver la personne qui te correspond. Tu peux tout simplement passer ton temps sur les applis de rencontre à chercher la personne parfaite, ou tu peux construire un réseau important de personnes et d'amis qui sont exactement comme toi. Et au fur et à mesure que tu avanceras dans ta vie, tu vas forcément avoir des amis à toi qui vont te recommander la personne qui te conviendrait. Moi aujourd'hui, c'est comme ça que je vois la chose. Je ne m'emmerde plus à aller sur les applis de rencontre. Je sais que si je progresse sur moi-même, que je fais un travail, que je rencontre les bonnes personnes, au bout d'un moment, forcément dans mon cercle social va se présenter une personne qui me correspond plus que les autres. Et c'est ça que Kate partage dans son livre, c'est le fait que si tu t'entoures de gens qui sont comme toi, la vie devient beaucoup plus simple. Tu n'as plus forcément besoin de t'embêter à aller chercher des choses, elles vont venir à toi naturellement. Le deuxième livre, c'est No One Understands You and What to Do About It. En français, personne ne te comprend et qu'est-ce que tu dois faire par rapport à ça. Ce livre, il met l'accent sur le fait que on croit être compris par les autres. Mais alors qu'en fait, il y a énormément de biais qui influent la communication entre deux personnes. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que ce livre rappelle que peu importe la clarté de la manière dont tu t'exprimes, tu seras jamais compris à 100%. Que tu as l'impression que les gens savent ce que tu penses, que tu as l'impression que les gens savent ce que tu ressens. Mais en fait, les gens, ils sont tellement pris par leur propre vie, leurs propres émotions, qu'ils ont énormément de mal à toi savoir qui tu es, ce que tu ressens, et ce que tu es honnête. Et ce livre aide à en prendre conscience. Le troisième livre qui a te faire voyager autour du monde, c'est la biographie de Richard Branson, Losing My Virginity. Richard Branson, si tu connais pas, c'est un entrepreneur anglais qui est patron du groupe Virgin. Et ce qui est fascinant avec Richard Branson, c'est qu'en lisant sa biographie, tu te rends compte que sa vie tourne plus autour des relations plutôt que autour du business ou des entreprises. Richard connaît littéralement toutes les personnes sur la planète. Pendant la crise en Ukraine, il était avec le président ukrainien pour essayer de résoudre le conflit. Après, tu peux dire qu'il n'a pas forcément son mot à dire ou il n'a rien à faire là. Mais le fait est que Richard est un professionnel dans l'art de tisser des relations avec les gens. Et le fait de lire sa biographie, ça permet de rentrer dans sa vie, de comment il pense et de comment il fonctionne au niveau des relations. Je te mets les liens des 3 livres en description. Tu verras, c'est des liens affiliés. Je gagne une petite commission si tu les achètes. Donc, n'hésite pas si tu veux soutenir cette vidéo et ce que je fais. Je t'ai fait une autre vidéo qui parle des relations. Je te la mets juste ici. Je te souhaite une très belle journée à toi et je te dis à la prochaine.